Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme bimensuel Idéoscope. Contrairement à notre habitude, nous avons habitué à diffuser en direct. Ce soir précisément, nous diffusons en différé parce que notre invité doit quitter Nouakchott dans 1 ou 2 heures de temps. Et vu l'importance d'une rencontre avec ce genre d'invités, nous avons tenu à ne pas rater cette occasion, cette opportunité qui nous est offerte pour faire parler sur des questions que vous verrez, qui vous intéresseront, parce que fort intéressantes en elles-mêmes. Et pour ne pas donc rater cette occasion, nous avons tenu à le faire en différé et c'est avec M. Samir Laïta, qui est président du Cercle des économistes arabes. Il est aussi ancien directeur de la rédaction du Monde diplomatique en langue arabe, que vous connaissez tous et que vous avez certainement la nostalgie de revoir et apparaître de nouveau. Et il est aussi membre dirigeant du Forum démocratique syrien en Syrie, qui est une faction des mouvements qui s'opposent aujourd'hui au régime syrien de Bachar el-Assad. Avec lui, nous allons essayer de faire un tour d'horizon sur l'actualité aujourd'hui assez mouvementée de toute la région arabe, à commencer par la Syrie, son pays, l'Égypte, la Tunisie, la Libye, et un peu les perspectives aussi. Nous allons essayer de nous projeter dans l'avenir pour savoir sur quoi déboucheront les convulsions et le remous qui secouent aujourd'hui la Syrie arabe, où assistera-t-on à la victoire des contre-révolutions qui se préparent pour étouffer cet élan des populations arabes qui n'acceptent plus les dictats de leurs dirigeants et qui veulent le changement. Pour ensuite nous déboucher sur le printemps arabe proprement parlé. Est-ce un printemps au sens où c'est l'expression de cette propension des populations arabes à se libérer du joug dictatorial de leurs dirigeants, ou ça n'a rien à voir avec les saisons, leur succession, printemps, parce que dans ce cas-là, en Mauritanie, on ne risque pas de l'avoir parce que, comme vous le savez, nous n'avons que 2 saisons. C'est l'hiver et le saïf, l'été. Donc c'est plutôt la première acception du terme, du vocable, que je retiendrai. Nous parlerons également de la vision que peuvent avoir les Occidentaux, parce que notre hôte a 2 chapeaux, un pied en Orient et un pied en Occident. Il vit en France depuis 40 ans, il est français, naturalisé, tout en gardant un œil sur la région qu'il a vu naître et qu'il veut voir changer aussi. Donc, sans plus tarder, nous allons lui poser la première question, de nous dresser un tableau de la situation arabe aujourd'hui. Comment vous voyez la scène arabe qui connaît aujourd'hui des velléités, je préfère m'arrêter là, des velléités de changement. Vont-elles aller jusqu'au bout, ou bien seront-elles freinées par quelque Deus ex machina qui interviendra sans être invité? D'abord, bonsoir, merci beaucoup de votre accueil. Je suis vraiment très content d'être en Mauritanie, d'autant plus que les Mauritaniens aiment beaucoup les Syriens. Je ne sais pas pourquoi. Absolument, c'est peut-être parce que j'ai fait mes études moi en Syrie et j'ai leur inoculé le virus de l'amour de Dimashq el-Fayha et de Halab el-Shahba
et la suite. De toute façon, vous savez que les Syriens retournent cet amour, parce qu'ils se sentent un peu, surtout depuis le temps de la Nahda, fin du 19e siècle, début 20e, porteur de message à tous les autres Arabes, qui a été repris, mais je dirais qu'il correspond à l'esprit des années 50. Al-Farasak, lève la tête. Lève la tête. Ça a pris du temps quand même, hein, pour relever la tête. Là. Ça a pris du Les temps. gens ont Mais longtemps courbé les chines. Voilà, notre génération a levé la tête, et là vous avez une autre génération qui vient de lever la tête, qui demande autre chose. On demandait l'indépendance, on demandait... moi, quand j'étais petit... Pendant que nous y sommes, qu'est-ce qui a freiné notre élan à l'époque, les 70 arts, là, comme les années 70 les gens avaient relevé la tête. Et la conjoncture internationale s'y prêtait. C'était le révolutionnarisme universel. L'Afrique continentale, l'Afrique, Asie, Amérique latine, tout ça. Et tout d'un coup, c'est fini. Pas seulement à notre niveau, dans pas mal de pays, je dirais, l'élan que connaissaient certains pays après les années 50, etc., avec des idées de gauche, avec la volonté d'une révolution mondiale, d'une coopération entre les peuples, etc., a été remplacé par un esprit qu'on appelle mondialisation, qui est un peu plus mercantile, où, je dirais, la coopération entre les peuples a été remplacée par le conflit des civilisations, ou le dialogue des civilisations suivant les goûts, alors que les civilisations, ce sont des entités, qui dialoguent normalement, je ne vois pas le problème. Dans les pays arabes, contrairement par exemple en Amérique latine, où les évolutions étaient beaucoup plus profondes, et on voit des évolutions très courtes, il s'est établi quelque chose un peu anormal, qui s'est développé à partir du boom pétrolier, 1973. Tous les pays arabes se sont modelés au point de vue des systèmes de pouvoir à l'image de l'Arabie saoudite. Des pouvoirs au-dessus de l'État, c'est-à-dire une structure qui capte la rente, qui la distribue, qui achète de la clientèle, qui est maintenue autour d'une famille. De Qaddafi, Ibn Ali, etc., qui même dans les républiques veut donner le pouvoir au fils après le père. C'est un accident de l'histoire qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, et ça s'est figé autour de ça. Avec bien sûr l'aide des puissances dites occidentales qui favorisaient ça. C'est-à-dire Madame Alioumari était surprise par la révolution tunisienne et voulait envoyer les chiens policiers pour arrêter la révolution. Elle n'avait rien compris. Elle croyait que c'était une révolution des chats. Il faut envoyer des chiens. Ils n'ont pas vu la profondeur du phénomène. Or, le phénomène ressemble à ce que l'Europe a connu dans les années 60. C'est-à-dire, après le baby-boom, arrive la vague de la jeunesse, donc qui devient la majorité de la société. En Europe, ça a fait mai 68, ça a fait le printemps de Prague, ça a fait les hippies. Chez nous, avec l'accélération de la migration rurale-urbaine, ça fait un tsunami. Et ce tsunami amène des jeunes éduqués, pour la plupart, voulant liberté et dignité, voulant renverser les régimes, voulant construire un autre monde. Et ce monde est aujourd'hui dans ses ébullitions, avec des choses assez étonnantes. Un printemps arabe. Qu'est-ce qui est arabe dans ce printemps alors que tout est local, toutes les problématiques comment ça se propage. Bien sûr, il y a l'effet d'Internet, du Facebook, des médias sociaux, mais il y a aussi cette interaction intellectuelle. C'est-à-dire, nous avons semé, c'est-à-dire notre génération a semé quelque chose, mais parfois la plante qui pousse vous dépasse. أولادكم ليسوا لكم أولادكم أولاد الحياة. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les enfants de la vie, comme disait Gebran Khalil Gebran. Le grand Gebran Khalil Gebran. Et ces jeunes-là, on a des problèmes de communication avec eux, mais
parce qu'ils disent on va renverser les régimes sans parler politique. Il faut Ouh parler là là. politique. Mais ils ne veulent pas parler politique comme nous. Ils veulent construire leur monde, et c'est leur droit. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, je dirais, à notre âge, c'est leur dire quelques messages simples, du genre, si votre révolution est révolution, il faut que vous construisez des valeurs nouvelles, des valeurs humaines, des valeurs qui se transmettent à toute l'humanité. Parce qu'une révolution comme la Révolution française n'a été que révolution parce qu'ils sont vite entre tuer Robespierre, Danton, etc. On a amené Bonaparte comme dictateur, puis il y a eu la Restauration. Il a fallu plusieurs révolutions pour faire. La Révolution française n'est révolution que parce qu'il y a eu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, parce qu'elle a apporté des valeurs nouvelles par rapport à ce qu'il y avait avant. Formidable. Donc, si vous voulez que votre révolution soit révolution, apportez des valeurs, défendez les valeurs, coûte que coûte. Sinon, C'est c'est des le messages chaos. simples. C'est le chaos après, là, comme on a vu, en Libye par exemple. Sinon, tout ça, c'est pour rien. Il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas cette précaution-là d'avoir des valeurs nouvelles qu'on propose aux gens qui remplacent On se bat pour un celles idéal. contre lesquelles on s'est battu. On se bat pour notre idéal. Et même si l'idéal ne gagne pas tout de suite, si on s'est battu pour cet idéal, il va, comme l'idéal de la Révolution française, à un moment donné, venir. Donc, et C'est là qui a duré combien de temps, là, pour que Ils ont la amené- récolte puisse se faire? La Déclaration des droits de l'homme des citoyens parle de l'égalité homme-femme, le vote des femmes n'est venu en France qu'en Les années 40, 1947. absolument. D'ailleurs, Ouais, ouais. Ben ça, l'histoire s'accélère, ça viendra plus vite. plus vite. Mais il faut qu'il y ait des batailles pour des valeurs. Et ils font plaisir. Et quand vous discutez avec eux, il y a un foisonnement intellectuel qui est très grand. Parfois sans grande structuration, mais je dirais que ça rafraîchira les sociétés. Le monde arabe dans 20 ans ne ressemblera pas au monde arabe aujourd'hui. Formidable. Et vous pensez que c'est quoi? C'est par dépit. Ils sont déçus par les politiciens. Hein, la politique politicienne qui fait que, voilà, ils disent, voilà, on va faire la révolution, changer le régime sans politique. Parce que la politique, on sait ce que c'est, ça n'a jamais rien donné. C'est peut-être ça, là? Vous savez, quand les jeunes deviennent la majorité de la société, ils se révoltent contre tout. Ils se révoltent contre le père. Absolument. Pour que les Égyptiens descendent dans la rue, L'autorité. les jeunes Égyptiens, ils ont dû dire alors votre père, vous ne mêlez pas de moi, moi je vais descendre dans la rue et faire C'est ça la qui est grave. révolution. C'est-à-dire, vous, les aînés, vous n'avez rien fait. Alors, ne faites pas la leçon. C'est un Absolument. peu ça. Absolument. Et c'est pourquoi je suis un peu, disons, un peu circonspect là. Même une attitude dubitative vis-à-vis de la possibilité de réussite d'un élan porté par des jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de culture. C'est un jeunisme de mauvaise aloi, comme je l'appelle. Le jeunisme de mauvaise aloi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Les jeunes qui doivent apporter de nouvelles valeurs s'ils veulent vraiment remplacer celles qui ne répondent plus à leurs aspirations. Mais de façon générale, c'est un peu ça. Peut-être à cause de ras-le-bol, par exemple, des différentes autorités qui les oppriment, et le ras-le-bol des politiciens qui ne leur ont rien apporté. Ah. Et là, le risque de déviation est énorme. Hein. Ils refusent l'encadrement. Leur crise est assez grave parce que les philosophes ou les écrivains auxquels qu'on lisait avec passion, nous, dans les années 60-70, aujourd'hui, ils ne correspondent plus à la mentalité, à ce qu'il faut établir. C'est d'autres valeurs plus avancées qu'il faut établir. Du nationalisme arabe, la gauche, il faut avancer. C'est pas fini. Il faut avancer. Non, mais ça a donné. C'était un pilier pendant une époque. Là, il faut venir avec d'autres idées, plus fortes. Il faut venir avec les qui qualités dans répondent la aux citoyenneté. aspirations nouvelles et qui sont adaptables aux conditions nouvelles aussi. Voilà. C'est ça. Avant, on se battait pour se lever la tête. Aujourd'hui, il faut se battre pour que tout le monde lève la tête. Pas certains et pas d'autres. Pour que l'égalité dans la citoyenneté soit totale. Qu'on respecte la croyance et la manière avec l'autre exerce sa croyance dans toute liberté. Qu'on respecte la femme, qu'on respecte les anciens esclaves, qu'on respecte l'ensemble des Chez gens. nous, là. Hein, là. Ça, c'est chez vous.
Que nous, on respecte les alaouites, ils ont le droit d'avoir leur manière d'interpréter l'islam, qu'on respecte les ismaélites, qu'on respecte, etc. Alors que dans certains pays où la pensée un peu fermée, ou la manière fermée d'interpréter la religion, ils vous disent même que les chrétiens sont apostats. Apostats. Le Coran dit فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc tu peux leur faire du mal. D'où est-ce qu'ils ont inventé ça? Donc ça apportera des valeurs. Ça. Et la suite, c'est ce que vous avez dit. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui va venir. Quand je discute, j'ai discuté avec des jeunes Mauritaniens, ils sont exactement comme les jeunes Égyptiens, comme les jeunes Syriens, remplis de ces choses-là. De colère aussi, parce que le modèle de développement que nous avons construit, ou que les pouvoirs en place ont construit, ne leur apporte rien. Il n'y a pas de perspective de développement, il n'y a pas de perspective d'emploi, il n'y a pas de perspective de dignité humaine qui leur est apportée. Or, ils veulent la liberté, ils veulent la dignité et ils se battront pour. Est-ce qu'ils ont raison quand ils pensent parfois, sans les dire, de voir dans le regard, que nous avons été défaits. Les générations qui les ont précédées, donc vraiment, déclarent même l'autorité, l'extinction de nos discours. Vous n'avez rien apporté, vous ne pouvez rien apporter. Et on a été réellement défaits, n'est-ce pas? On a eu des défaites très importantes. Moi, je suis un des événements les plus touchants dans ma vie. Moi, j'étais à Damas en 1967 et j'ai vu mon père pleurer. Ouh là là. Hein, quand on a été d'impuissance. Qui je respectais plus que mon père, le voir pleurer et dire qu'est-ce que je vais faire si les Israéliens rentrent, est une image que je n'oublierai jamais. On a été défaits. Bon, on s'est battu, mais on a été défaits. Mais je dirais il faut qu'ils apprennent de notre défaite. Il faut qu'ils apprennent de la manière bonne ou mauvaise avec laquelle on a pris certaines idées. Je parlais tout à l'heure de l'arabité. On a construit une arabité chauvine. Il faut qu'ils construisent une arabité plus ouverte. Absolument. Il y a un moment, c'était pour affirmer l'identité. Alors là, ça doit s'arrêter. Quand ça continue, ça devient ça, du chauvinisme. Absolument. Et moi, j'ai pas de problème pour dire que je suis arabe et musulman, alors que la manière avec laquelle j'interprète l'arabité est très ouverte, et la manière avec laquelle j'interprète l'islam est très ouverte, parce que j'appartiens à une civilisation, et une civilisation, c'est quelque chose de très riche. Je n'appartiens pas à une secte. Je ne défends pas... Des apports divers. Absolument. Et je veux... Qui entrent dans la conscience de votre personnalité. Dans un monde moderne où tous les pays arabes sont rentrés dans la mondialisation, interagir avec la Chine, avec l'Europe, avec les États-Unis, avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique du Sud, avec l'Inde. Diversifié. Et j'ai pas de problème d'identité. Les Arabes n'ont pas de problème d'identité. Mais la diversification... Tout le monde pose des problèmes d'identité, mais justement, la pratique, l'interaction entre les peuples arabes montre que le problème d'identité, il est derrière. Voilà, donc il faut s'arrêter, quoi. Il faut s'ouvrir sur l'autre, tout en restant soi-même. Et l'autre restant soi-même, et on s'entreconnaît comme ça. Aujourd'hui, le problème essentiel, c'est la citoyenneté. La citoyenneté. Bon. Et ça fait défaut aux pays arabes, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils se battent encore sur la religion, sur l'appartenance, sur des tribus, chez nous au Yémen et certains... C'est important pour l'égalité, pour la liberté de conscience vis-à-vis de la religion. C'est important pour le système politique. On ne peut pas imposer des pouvoirs au-dessus de l'État, encore aujourd'hui, sur les jeunes arabes. Donc ça, ce sont des fruits donc escomptés de ces convulsions qui secouent le monde arabe. Ouais. Au bout, ça débouchera sur la dignité, l'égalité, pourquoi pas, la citoyenneté surtout. On va payer, on va rester 15 ans non-citoyen, quoi. Oui. Mais ils vont payer le prix parce que la liberté... Le prix des échecs passés, des erreurs, des ratages de l'histoire. Non, on a payé le prix des échecs passés. Eux, ils vont payer le prix de leur propre souffrance pour atteindre les idéaux. Ils vont faire leur expérience. Ces choses-là ne sont pas faciles à établir.
Donc il y aura, comme en Égypte, là, regardez, il y a eu le premier moment, il y a le second moment, mais je suis sûr qu'il y aura un troisième moment, un quatrième moment, jusqu'à arriver à quelque chose qui est l'équilibre. Ça va durer 10-15 ans, le printemps arabe. Comme une traînée de poudre, les mouvements de révolution arabe ont menacé à un certain moment de submerger toute la sphère arabe. Et il s'est passé quelque chose. Il y a une interférence d'un élément extérieur qui a fait que ça a pris une autre tournure et nous place aujourd'hui dans une perplexité totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est intervenu pour arrêter cela ou le dévoyer? Ou bien les gens se sont lassés tout simplement, ou parce qu'ils n'avaient pas de boussole au départ, ils se sont perdus dans les méandres de la Révolution. Non. Non, ils ne sont pas perdus dans les méandres de la Révolution. Il y a eu, comme d'ailleurs au moment de la Révolution française, tout de suite, l'intervention de la contre-révolution. Il y a eu des pays, notamment les pays du Golfe, qui avaient peur. Que ça ne les atteigne. Que ça les atteigne. Et ça les atteindra un jour. Bien sûr, parce que bon, ils sont plus des Bédouins, ils sont citadins, ils sont ouverts au monde, etc. Les femmes ont envie de conduire, ils ont envie d'avoir une égalité de citoyenneté. On peut mettre l'argent qu'on veut. Ils veulent éliminer la pauvreté dans leur pays. Il y a encore des citoyens, des poches pas seulement, de pauvreté, absolument. très importantes, et c'est un scandale. Donc la modernité, notre modernité, enfin des autres pays autres que le Golfe, les atteindra un jour à l'autre. Mais aujourd'hui, les gouverneurs de ces pays qui sont remplis d'argent, mais je dirais de quoi nous rendre tous acheter le monde, pensent à eux-mêmes, veulent protéger leur pouvoir, donc ils sont en train d'agir avec leurs outils pour qu'il n'y ait aucune expérience démocratique réussie dans un pays arabe, notamment dans les grands pays piliers, l'Égypte, la Syrie. C'est pas seulement Bachar al-Assad qui est le criminel, qui est responsable de la situation syrienne, mais aussi les puissances de Golfe avec la Turquie et d'autres pays qui ont poussé vers la même chose que ce que Bachar voulait pousser dessus, le sectarianisme, la violence, etc., l'intervention étrangère, qui a amené la Syrie de passer d'une révolution à une vraie guerre civile. Et l'internationalisation des conflits n'a pas beaucoup servi aussi la cause de la révolution, parce que les Occidentaux, on attendait un peu, pas totalement ce qui s'est passé en Libye, mais qu'il se passe quand même quelque chose semblable, un peu, en Syrie, pour sauver les vies humaines qui meurent chaque jour. Qu'est-ce qui les a freinés, cela aussi? Amérique, France, Allemagne, URSS, tout ça. Qu'est-ce qui les a freinés d'intervenir en Syrie, vous voulez dire? D'intervenir en Syrie, pour arrêter le bain de sang. De toute façon, le schéma ne pouvait pas marcher. C'est-à-dire qu'en Libye, ils sont intervenus, ils ont créé le Conseil transitoire, c'est la France et le Qatar qui l'ont créé, pour créer un précédent historique. Ça n'a rien donné. Et qui a donné une guerre Positif. civile. La Syrie est un pays beaucoup plus complexe, avec une conscience nationale très très forte. Alors ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont réessayé, ils ont poussé à la guerre civile, ils ont poussé par exemple à une bataille dans le nord qui a amené Alep à être détruite. Moi, je pense que ceux qui ont empêché vraiment l'intervention étrangère, c'est deux choses. C'est du côté de l'Occident. Est-ce que ce n'est pas à cause de la proximité d'Israël, par exemple, et que si la région s'embrase, ça va un peu atteindre... Non, on aurait dit qu'à cause d'Israël, il serait intervenu pour établir un pouvoir pro-israélien. Regardez, une partie de l'opposition qui est défendue par le Golfe et l'Occident, elle faisait des petits clins d'œil à Israël juste pour aller se débarrasser de Bachar. Ça ne veut pas dire que Bachar n'a pas aussi fait un clin d'œil à Israël tout au début à travers son cousin. Il vaut mieux que ce soit moi que l'inconnu qui vient. Donc tout le monde a joué avec ça. Mais je dirais l'intérêt d'Israël, c'est que la Syrie disparaît de la scène politique.
qu'elle devient un pays problème, sachant qu'ils ne veulent pas les djihadistes juste à côté de la frontière, et les Jordaniens leur garantissent cette situation. Ils ne laissent pas passer les djihadistes de ce côté, c'est juste les Turcs qui laissent passer les djihadistes. Jusqu'à quand en plus, du côté de la Turquie, jusqu'à quand? Parce qu'il y a des petits problèmes aussi là-bas. Mais pour revenir à la question, il y a deux éléments qui ont joué. Le premier, c'est vraiment les gens en Syrie ont résisté à cette chose d'une manière étonnante, quels que soient les appels, Jazira, Arabiya, etc. Et il y a eu des tentatives, il y a eu l'histoire des observateurs non armés, d'abord arabes, puis onusiens. On a tous travaillé sur ça. Donc ça a retardé, c'est vrai, on était capable de trouver des solutions pour empêcher. Et le pouvoir a eu le temps de s'organiser, de préparer ses coups. Et moi je pense que les Américains ont empêché une intervention. Carrément. Moi je pense que les Américains comme les Russes ont été les mieux... C'est les intérêts, donc encore le Golfe. Pour ne pas... C'est les intérêts avec les pays de Golfe. Non. Non, je ne pense pas. Non. Je pense que au fin fond des États-Unis, je parle au niveau des gens qui font la politique de la sécurité, pas des think tanks, des machins, etc. Ils sont conscients que ce qui est en train de se passer dans les pays arabes, c'est un événement historique qui amènera le changement dans les pays du Golfe. Donc ça ne sert à rien de s'allier avec les pays du Golfe. Il faut faire évoluer les pays du Golfe. Et on voit les résultats dans ça. L'Amérique a voulu faire un deal sur le nucléaire. C'est formidable. C'est les think tanks ils tiennent compte aussi de la... Non, les think tanks, la plupart, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu en plus. Ça, c'est à l'intérieur, je dirais, de l'appareil de sécurité américain, c'est-à-dire à la Maison-Blanche. Donc les gens qui regardent les choses à long terme. À mon avis, et c'est pour ça qu'ils ont une certaine entente avec les Russes sur comment beaucoup plus... Pour faire évoluer... Le problème des Américains, c'est avec leurs alliés. C'est qu'il faut, par rapport à la Syrie, c'est qu'il faut gérer leurs alliés, les contradictions entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite, la France, la Turquie. C'est compliqué. Alors que ces quatre sont ceux qui aident le Conseil national dans un premier temps, qui ont fabriqué une opposition comme ils veulent. C'est le modèle libyen, là. Et puis ça n'a pas donné... C'est vrai que ce sont des Russes qui ont fait les vétos sur les résolutions du Conseil de sécurité, mais... Avec les Chinois. Et les Chinois. D'ailleurs, les Chinois, c'est la première fois qu'ils interviennent d'une manière aussi ferme dans... Et à découvert aussi, comme ça. Dans quelque chose qui concerne le Proche-Orient. Alors que ce sont un des alliés forts des États-Unis. Ce n'est pas l'ennemi des États-Unis, la Chine. Avec le commerce, maintenant, gagné, l'ennemi devient ami. Et je pense, de mon avis, que ceux qui ont empêché l'intervention militaire en Syrie, ce sont des Américains avant l'armée, avant les Russes. Mais je dirais ce jeu a amené une catastrophe en Syrie. C'est-à-dire quand on a poussé à la militarisation, on a vu que l'armée syrienne ne s'est pas effondrée. On a poussé plein de djihadistes, etc., pour casser le pays. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs camps. Le camp de la révolution, le camp du pouvoir et le camp des djihadistes. Certains opposants disent qu'il faut s'allier avec les djihadistes pour chasser le pouvoir. Je ne pense pas que ça s'appellera à ce moment-là révolution. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. La révolution, ça se bat pour des valeurs. On ne peut pas s'allier avec des djihadistes pour établir des valeurs de citoyenneté, de modernité, de machin, etc. Ils n'ont pas ça. Et ça, c'est une erreur historique. Là, vous avez des opposants syriens qui disent Al-Nusra, c'est bien, mais Daesh, Dawlat al-Islam, Sham, est mauvais. Pour vous, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. C'est deux émirs qui se battent entre eux, etc. Pour moi, les deux ne correspondent pas à l'idée, l'image, la pratique d'une révolution. Et d'ailleurs... c'est pourquoi aujourd'hui les différentes factions s'accordent à demander le départ des extrémistes des deux bords. Oui.
Ah, pas tous. Là, pour que ça Pas reste tous, ils entre demandent Syriens. le départ d'extrémistes, de voir je dirais, le camp de l'opposition défendu par les puissances du Golfe et européennes. Il a un discours un peu différent. Il dit maintenant il faut chasser Daesh, l'État islamique En Irak et dans au le Levant, Cham. alors que le reste sont des révolutionnaires. Et après le départ de Bachar al-Assad, on résoudra le Ah problème avec le non, ce terrorisme. sera le chaos, la pagaille. Ça ne pourra pas aller. Non, mais c'est ce qu'ils disent. Hein? Oui, après, bon. Que le problème. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que Bachar al-Assad a créé cette situation. Il a poussé à cela pour asseoir son C'est de pouvoir. bonne guerre que les autres mettent en avant des contre-manœuvres. Lui, Voilà. c'est un manœuvrier, c'est normal. Il peut sauver ça. Et il manipule Ça Daesh photo. parfois Hein? De l'autre. de l'autre. Mais je dirais aujourd'hui, si on veut, je dirais, avoir une position politique, enfin c'est moi, du moins la mienne, celle du Forum, il faut sauver la Syrie. Aujourd'hui, le problème est de sauver la Syrie. Deux, il faut combattre tous les extrémismes, tous les terroristes. Par exemple, dans le round de Les négociation. Hezbollah, vous considérez que c'est extrémiste, terroriste? Dans les négociations de Genève, les représentants du pouvoir sont venus avec une feuille sur le terrorisme. L'opposition à Genève a refusé de discuter ça. Moi, je ne refuserai pas de discuter une feuille sur le terrorisme. Mais je parlerai à la fois du terrorisme d'État et du terrorisme des djihadistes, etc. Il n'y a pas d'unification possible des Syriens sans un front uni de tous les Syriens contre tous les extrémistes. Hezbollah, comme est une force politique libanaise, qui nous a relevé la tête en 2006. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle imagine qu'elle vient en Syrie défendre sa vie. Elle se bat en Syrie avec le pouvoir. Elle a tort. Elle aurait dû rester neutre, dehors du... Oui, et il est certain aussi que si Bachar el-Assad est déchu, ceux qui vont le remplacer allaient avoir de bons rapports avec le Hezbollah, qui est considéré comme un mouvement assez intéressant quand même. Par 2 fois, il a sorti Israël du Liban. Pas vraiment. Pas vraiment. Ah bon, parce il risquait quand même de... il a raison alors, c'est à son corps défendant qu'il a rallié à... Je dirais, certains opposants ont commencé à parler que le Hezbollah intervenait, mais 1 an avant que le Hezbollah n'intervienne. C'est un fait que certains qui ont financé et alimenté, entre guillemets, la révolution en armes, étaient du camp de ce qu'on appelle le 14 mars, l'ennemi libanais du Hezbollah, financé par l'Arabie Saoudite, etc. Il y a des personnages connus, Al-Saqr et je ne sais pas quoi. Les Syriens sont devenus un peu divisés en deux camps, à l'image de la division libanaise, entre 14 mars et 8 mars. Moi, je ne vois pas pourquoi je dois être 14 mars si je suis pro-révolution, ni 8 mars. Moi, si je suis pour la révolution syrienne, c'est pour l'égalité dans la citoyenneté, c'est pour abattre la dictature, c'est pour que la Syrie ne soit pas une Syrie d'Assad, comme ils disent. Bon, c'est la Syrie, tout le monde est citoyen et tout le monde a le droit de devenir président de la République. Absolument. Ce qui est vraiment dépassé par toutes les nations du monde et nous, on est encore à le rechercher. Une des choses les plus mauvaises, c'est cette division en 2 camps, comme si je dois choisir pour la Syrie entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Je ne suis ni ennemi de l'Iran, ni ennemi de l'Arabie Saoudite, ni ennemi de la Turquie, tant qu'ils défendent mon pays et qu'ils le respectent. C'est très juste. Très bien. Maintenant, vous qui êtes en France, vous côtoyez les intellectuels, le monde intellectuel et les moins intellectuels aussi. Le français moyen, le français cultivé, tous réunis, comment ils
regarde les Arabes, là, comment ils les voient, quel regard ils jettent sur cette nébuleuse-là, arabe, qui parfois déçoit, parfois enchante, parfois... Ils ont des problèmes, hein, je dirais, en France. Alors, il y a eu un mouvement très sympathique au début de la révolution tunisienne et égyptienne, qui a suscité un peu un espoir, une image positive, qui a projeté une image un peu positive. de respect, quoi. Parce qu'il n'y en avait pas. La révolution égyptienne était très sympathique. C'est-à-dire les gens en France regardaient. Alors aujourd'hui, les Français se sont rétractés. Parce qu'ils ont vu des mouvements islamiques venus. Bon, pour eux, ils ne comprennent pas. Et pour leurs dirigeants politiques de droite et de gauche, ils jouent un peu sur l'islamophobie, sur le machin. Je sais pas. Elle est très forte, celle-là, en France, l'islamophobie. Que sache. En France. Ça vient de on ne loin, vous laisse pas hein, construire une mosquée. Et on est choqué parce que vous priez dans la rue. Ou bien vous me laissez construire une mosquée, ou bien je prie dans la rue. Tout simplement, parce que je dois prier. Je dirais c'est quelque chose de ridicule. La France est malade depuis 15 ans, parce que 3 filles sont rentrées avec un foulard dans une école. C'est devenu une question nationale, je ne sais pas quoi, et même dans le monde diplomatique, ils se sont divisés en 2 camps, ceux qui sont pour, et qui se combattent entre eux. Où est-ce que vous étiez, vous là? Alors c'était avant que j'arrive. Les juifs respectant très conservateurs et les musulmans très conservateurs aillent dans leurs écoles et ne soient pas mélangés avec les autres enfants, entre guillemets, de la République française. Est-ce que la kippa est interdite dans les lieux publics, à l'école, au lycée, à l'université? Ils ne mettent pas. Mais je dirais, il y a les signes cachés. Les signes cachés, la croix aussi chez les chrétiens. Ça ne dérange personne. Ça aide même à se connaître tout de suite, là. Pas le plus de est-ce que vous êtes chrétien parce que j'ai vu la croix, ça va. Alors ils disent que, par exemple, que la France, laïque, séculière, machin, etc., il ne faut pas... Alors que ça ne pose pas de problème en Allemagne, ça ne pose pas de problème en Grande-Bretagne, ils ne sont pas moins laïques que les Français. La notion de laïcité en France est devenue une religion. Ouais. Moi, je ne l'ai jamais accepté pour les pays hors de la France, parce que vous avez parlé de l'Angleterre. Il suffit de traverser la Manche, on est en Angleterre. Il est inapplicable là-bas. C'est l'église anglicane, la reine est la chef de l'église. La transposer chez nous autres, qui n'avons jamais eu de problème avec l'église, qui n'avons pas de classé dans notre religion, ça n'a pas de sens. Parce que je dis toujours que la laïcité chez moi ici... La fille est née de l'église. La France a un problème avec l'église et mais qui a toujours été... elle n'a jamais très bien suivi les préceptes de la religion. J'ai dit toujours que ma laïcité, moi, ici, c'est de séparer, pas la religion de l'État, mais les militaires de l'État, de la politique, et les tribus de la politique. C'est ma laïcité. C'est la laïcité qui vaille aujourd'hui pour laquelle on doit se battre. Mais le reste, vraiment, c'est un problème franco-français. Et ils ont eu des problèmes avec l'Église, ils l'ont réglé de cette façon-là. À continuer, très bien. Mais ne la transformez pas à notre religion, comme vous avez dit tout à l'heure. Une religion qui s'oppose à d'autres religions. Ça sera la rivalité et les musulmans vont vous montrer qu'il est là, il n'était pas là au moment où vous êtes, chamaillé avec l'Église, mais aujourd'hui il est là. Donc pour moi, la France, tradition chrétienne, tout ça, ça ne reflète plus la vérité parce qu'il y a d'autres religions maintenant. La laïcité, c'est un grand mot, moi je préfère séculier. Séculier, voilà. Médani, comme on dit là. Non, j'aime pas Médani non plus, civique. Non, Médani au sens de... Voilà, bon, c'est ça. C'est moins méchant, quoi. L'islam a son histoire séculière, bien avant l'Europe. Ah bon? J'ai déjà entendu ça. Vous êtes de ceux qui disent que l'islam est laïque. L'islam politique n'existait pas avant les frères musulmans, tout quand récemment, il dit dans les années 40-50. Ou quoi? Vous avez Et nous avons des grands penseurs. Moi, je suis allé tout petit avec mon grand-père à l'Azhar. Et j'ai demandé au cheikh, vous connaissez Abou al-Ala al-Ma'arri? Bien sûr. Je lui ai dit, il a fait des poèmes
difficile aujourd'hui. Et pourquoi c'était toléré à l'époque? Bien avant. 11e siècle. Ah là, 11e siècle. Et ce Non, n'est non, pas. attendez. J'ai dit, pourquoi on n'a pas brûlé ces livres? ذاك في مسجده يصيح Vous connaissez le poème? C'est ça. J'ai dit, pourquoi on n'a pas brûlé ces livres? Combien vous avez des Luzumiyat, Ah oui. d'exemplaires de Luzumiyat à la bibliothèque de la salle? Il m'a dit, on en a 12. Martoutine, des vieux Manuscrit. manuscrits. J'ai dit, pourquoi vous n'avez pas brûlé ça? Il À m'a l'autodafé. répondu, mon fils, mais sa poésie est grandiose. Et l'islam a été créé pour un peuple qui comprend la poésie. Les gens qui font des mu'allaqat. C'est fantastique. Donc, un esprit aussi séculier que Abu al-Ala, que Al-Mutanabbi, que Al-Rushd, font partie de notre tradition. Absolument. Autant que... Absolument. que C'est bizarre. Et c'est toujours grâce au contact Ibn avec les Taymiyyah, autres. avec lequel j'ai des problèmes, moi, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah n'avait pas ce contact qu'ils ont eu eux, avec l'autre, avec d'autres cultures, d'autres civilisations. Hein, je crois que ça vient de cela que, bon... Puis Ibn Taymiyyah a existé au moment des croisades, il avait un problème d'unification des musulmans, des arabes, etc. pour lutter contre les croisades. Là, on vient déjà à un complètement moment où l'histoire était très compliquée parce que des princes musulmans s'allient avec des princes chrétiens contre d'autres princes chrétiens, donc où c'est devenu... mais c'est un type qui, aujourd'hui, est la référence du wahhabisme. Du wahhabisme, absolument. C'est la référence par excellence. Parfois même... Avant les hadiths. Pour lui, tout le monde doit être tué, sauf lui. Sauf ceux qui suivent son machin. Il disait que Abul Ala al-Ma'ali a pu écrire ces choses-là au XIe siècle. Au XXIe siècle, ben, ça vous amène tout droit à la potence. Et l'islam est toujours l'islam. Ouais. C'est les hommes donc, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête là qui fait que l'intolérance s'est installée carrément. On a un problème avec les penseurs arabes et les philosophes arabes de jour. Ceux qui sont les plus connus, ce sont ceux que les médias du Golfe mettent en valeur. Ceux qui sont cooptés par Qatar, je ne sais pas quoi, etc. Or, ceux qui sont cooptés, ils ne sont cooptés parce qu'ils sont politiquement corrects. Et justificateurs de ce qui se passe. Et islamiquement corrects de leur point de vue. Or, nous sommes des gens beaucoup plus riches que ce qui existe en Arabie Saoudite et au Qatar. Riches intellectuellement. Absolument, absolument, absolument. Mais c'est ça la richesse, parce qu'elle produit l'autre, la richesse matérielle aussi, avec le plaisir de savoir. Ça, il faut le garder. Il faut le garder pour passer à ces jeunes. C'est-à-dire cet islam ouvert, grandiose, etc. Et pas fermé. Autrement, et c'est une des plus grandes valeurs qu'il faut passer pour, il y a une chance quand même. Pour l'objectif humain ouvert du printemps arabe. C'est une chance quand même si ces printemps arabes, même avortés quelque part ou traînant les pieds ailleurs, ils servent de laboratoire. Hein. On observe et on évite les erreurs comme nous en Égypte, en Libye. La montée des islamistes, ils sont aux affaires, on va voir comment ça va aller, ils vont échouer. Ah ben voilà, c'est un chemin à éliminer, cherchons autre chose. Comme laboratoire, ils sont intéressants pour moi. Alors, vous dites laboratoire, c'est pas le laboratoire, ça c'est l'évolution historique. Vous vous souvenez au début, là je vous ai dit, ce qui se passe le printemps arabe, c'est un événement dans la mesure de l'histoire mondiale. C'est quelque chose qui va changer la face de cette rive de la Méditerranée. Il y a des interactions qui vont être très complexes, etc., qui sont dues à un phénomène socio-économique, les jeunes. Mais toutes ces interactions, vous vous souvenez, j'ai dit qu'il faut qu'ils payent le prix. C'est vrai que les idées sont importantes, mais finalement, c'est les hommes qui défendent les idées, et c'est les hommes qui diront si l'avenir de nos pays, ça va être, je ne sais pas moi, des Al-Qaïda qui gouvernent partout, ou un islam libéral qui gouverne partout. Un islam libéral, c'est-à-dire quoi? Qui accepte ce que la religion originelle n'autorise pas? La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ce qui dit que le musulman vrai protège l'ensemble des autres. Les juifs, le chrétien, le sabéen,
ceux qui croient en Dieu ouais. n'ont aucune crainte, quoi. N'ont aucune crainte. C'est un peu la traduction vraiment. Et j'étends, vraiment puisque je suis moderne, parce que moi, j'ai raconté la chose. Je suis allé à Fas et j'ai dit Assalamu alaykum ala man ittaba al-huda wa assalamu ala man lam yattaba al-huda id la yajuz ala an-nas wal bashar illa salam. Donc on ne peut qu'adresser la paix à tous ceux qui sont autour de nous parce qu'ils sont hommes. Absolument, ça c'est l'islam humain. Éminemment islamique. C'est ça l'essence même de la religion. Vous l'avez fait à Fès. J'ai fait ça. Sentir les soufis, mais. Hein? Bon, ben, ils ont bien aimé. Ils ont aimé. Hein? Non, les soufis sont plus enclins plus ouverts. Parce que Dieu est amour. Parce qu'ils connaissent Dieu plus que les autres. Quand on le connaît dans sa mansitude, on comprend, ça vous dessille les yeux. Quand on les a un peu fermés, c'est qu'on n'a pas encore pénétré cette idée de Dieu. Soufi. On parlait tout à l'heure là du regard que jettent les Occidentaux et la France particulièrement sur l'islam, on en a parlé. Donc il y a une possibilité pour un dialogue des cultures et civilisations là, ou bien il faut attendre qu'on règle nos problèmes nous pour pouvoir parler avec l'autre. Si on n'arrive pas à nous parler entre nous, comment espérer séduire l'autre, quoi. Alors nous on a nos propres évolutions. Que j'ai raconté à travers le printemps. La France et les pays européens ont d'autres problèmes. Imaginez un fils de maghrébin, c'est 10% de la population française, voir dans le livre d'histoire nos ancêtres les Gaulois. Ah oui, ça on l'a appris ici à l'école. Le Corse pareil d'ailleurs. Je dirais, là aussi il y a une manière nouvelle de regarder la citoyenneté qui n'est pas là, qui a des problèmes à s'établir, c'est-à-dire d'être tolérant vis-à-vis des autres, de s'ouvrir. C'est à la fois un problème de conscience sociale, etc., mais c'est aussi un problème socio-économique. On a laissé les banlieues sans rien, avec des gens entassés, africains, arabes, etc. Bon, et puis on se dit pourquoi parfois il y a des émeutes et pourquoi on fait rien. Ces endroits-là dans les banlieues, banlieue de Marseille où la police ne peut pas rentrer, ressemblent beaucoup plus à des pays en voie de développement que. Et la question pourquoi on les a laissés comme ça, pourquoi il n'y a pas un travail social, etc. Le fait que tous ces pays ont adopté des politiques néolibérales et ont arrêté d'être sociaux, même les gouvernements socialistes, a eu des effets très néfastes, même sur la conscience intellectuelle de la citoyenneté qui nous sommes. Donc, bon, ça c'est pour le regard, disons, un peu qu'ils ont sur nous. Maintenant, nous allons parler de quelque chose d'assez spécial aussi. Allez. En Europe, et en France particulièrement, la gauche, en général, qui prenait fait cause pour toutes les causes, même quand elles ne sont pas défendables, n'existe plus aujourd'hui. On sent un recul, une absence. Je disais que quand je trébuchais, moi, contre une pierre dans une région rocailleuse où je suis né là, dans le nord, il va de soi qu'il y a des pierres là-bas. Là, il y a des pétitionnaires qui signent et qui disent déblayer le terrain pour que Brahim puisse passer tranquillement. Aujourd'hui, on massacre des peuples par centaines par jour, là, et aucune voix ne vient de là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé aussi là? Non, on a un problème historique avec la gauche française, notamment SFIO, socialistes, qui ont fait la guerre de Suez. Ça, c'est difficile à faire disparaître de la mémoire collective arabe. Donc, qui ont eu des politiques coloniales en Algérie, qui ont eu des politiques coloniales au Vietnam, Mitterrand etc. était ministre. Voilà. Pendant... Et c'est plutôt les conservateurs, De Gaulle, qui a eu des positions que, vues du côté ici, on s'en estimait plus. En tout cas, toi, raison, je ne sais pas, mais il l'aime, il le respecte ici.
Non, non, mais c'est Ouais. vrai, c'est fini, c'est dans l'inconscient collectif, à cause de quelques positions. Et les Arabes n'oublieront jamais que ce sont les socialistes qui ont donné la bombe atomique à Israël. C'est Ça, oui. Ouais, ouais. devenu une menace pour tout le Et monde. c'est vrai, les Arabes aussi sont très sensibles à ça. Quand on prend une position, Voilà. même infime à leur avantage, ils ne l'oublient jamais. Ça va jusqu'à M. de Villepin, par exemple, pour son discours contre la guerre d'Irak, lui, ça y est. Ah bah, c'était un grand moment Ouais. d'éloquence qui a été oublié 4 mois après, En France Complètement. peut-être, en France. mais pas dans les pays arabes. Oui, C'est qui soutenait Saddam, quoi. Je veux dire. ouais, mais je dirais la France qui a essayé de contrer les États-Unis, Mhm. ce qui était très courageux de sa part au moment du discours du Conseil de sécurité. Chirac a fait un deal avec George Bush 3 mois Ouais. après. Donc, Oui. ça n'a pas tenu. Les bouteilles de vin se faisant renverser dans les rues de New York était quelque chose Les d'insoutenable pour la représailles américaines, quoi, contre l'attitude française, c'était ça. Ouais. Alors, Là, ils sont partis trop, ils auraient pu intervenir autrement pour faire la chose, mais je dirais la conséquence de ça, c'est que le retour de bâton de politique française est parfois du côté de M. Sarkozy ou de M. Hollande, c'est de se comporter parfois comme George Bush, junior. Pas très sympathique aussi vu du côté du pays. Oubliez la série parce que j'ai une dent sur ça. Quand il y a eu la révolution là, qui a chassé les frères musulmans en Égypte, 15 millions de personnes qui sont descendues dans les rangs, M. Hollande est sorti en disant je veux imposer des sanctions économiques sur l'Égypte. Ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens, absolument. En tout cas, c'est pas le moment. Ouais. Là, ils ont plutôt besoin qu'on les aide dans leur révolution, qu'on la laisse continuer, prendre son cours là jusqu'à. Bon, il y a quand même des l'aboutissement. forces de gauche, mais elles ne sont pas comme dans les années 70. C'est-à-dire, chez nous, les Mais on idées ne de les gauche entend ont pas, perdu. c'est inaudible. Hein. S'ils font du bruit, c'est vraiment un vase clos, quoi. Indépendamment de la France, c'est vrai que le nord de la Méditerranée s'est enfoui dans sa crise et dans ses problèmes, parfois avec des expressions de xénophobie, et parfois avec un manque d'humanisme. Vous savez, les gens deviennent de gauche parce qu'ils sont plus humanistes à un certain moment, alors que les autres sont conservateurs. Et quand on regarde que la petite Tunisie a accueilli 500 000 personnes alors qu'elle était juste après la révolution, que ce sont des populations qui sont Exsangue et venues... tout, là, fatigué. Et là, Voilà, la que plus la quand même les Syrie, 1,5 accueillir. million, donc c'est comme Oh. 5 millions de personnes en France et que la France se met en émoi, ou l'Allemagne, ou je sais pas quoi, pour 2000 personnes, c'est une honte. Où est l'humanisme? Qu'est-ce qu'il y a eu comme élan humanitaire avec tout ce qui vivent les pays arabes aujourd'hui dans une La situation crise très difficile. financière et économique n'y est pas pour quelque chose, là. Les gens maintenant ne s'intéressent qu'à leurs petits, Et nous leurs petits alors, problèmes, quoi. et nous alors, et les on- autres. les pays arabes, on ne vit pas de crise? On vit une En crise tout cas, depuis très longtemps. absolument. En Bon, plus, c'est pas ça qui empêche les que... retombées de la crise, eux, ils vivent aussi, hein, on reçoit des contre-coups Ok, aussi. mais la crise n'explique pas, enfin n'est pas la seule explication Donc voilà. pourquoi les gens ne Donc sont voilà, pas, les n'ont pas secrets- d'élan humanitaire très Les, fort. les secrets résident dans la présence et l'existence de valeurs. Ouais. Parce que nous, malgré la crise et tout, on a des valeurs qui font que bon temps, mauvais temps, hein, Je peux bon pas an, dire mal ça. an, Je peux pas dire ça parce qu'il y a des ce n'est valeurs. pas en termes comparatifs. Certaines on peut dire valeurs- qu'ils sont les meilleurs ou qu'ils sont Certaines moins valeurs, bons. c'est les Français qui les ont faites, Ouais. qui les ont imposées Oh, les comme valeurs de idéaux, l'humanité. La La déclaration des droits de l'homme citoyenneté, l'égalité. et du citoyen fraternité. est quelque chose qui a fondé la même déclaration au Ouais. niveau des Nations Unies. Ouais. Donc les valeurs, ça ne nous appartient pas. Mais la période historique, Mhm. aujourd'hui philosophiquement, intellectuellement, etc., n'est pas propice pour que, Ah, les gens sont plutôt. en Europe, on produise les grandes valeurs de l'humanité. Je ne sais pas pourquoi. Mais les grands prototypes J'ai- d'avions, de bombardiers, de machin, Quand là j'ai on a le expliqué temps. dans un pays C'est fait pour arabe, ça maintenant. quand j'ai expliqué dans un pays arabe que le plus grand intellectuel philosophe français, c'est Bernard-Henri Lévy, c'est VHL. incompréhensible de ce côté de la Méditerranée. Non, celui-là. Je vais parler de lui, hein, parce que je suis apprenti philosophe. C'est vrai que je l'ai étudié à Damas, je mesure à lui. alors. Hein, je suis professeur de philosophie, il n'est pas philosophe.
Et il met tout son prétend, savoir au bon. service. C'est des écrits commandités à l'avance et qui servent quelque chose de très clair pour ceux qui savent lire et entre les lignes. On ferme la parenthèse BHL et je vous pose des questions rapidement, en résumé parce que le temps qui nous est imparti semble fuir et il ne sait pas que j'aurais souhaité avoir 3 heures de temps. Hein, donc une émission, mag émission. Sur l'Égypte, comment voyez-vous l'avenir? Est-ce qu'ils sortiront de l'impasse? Est-ce que les révolutionnaires renoueront avec l'esprit qui les a animés lors de la chute de Moubarak? Ou bien la contre-révolution triomphera? L'Égypte d'abord. La révolution en Égypte est un événement historique. Dans l'histoire de l'Égypte, les Égyptiens ne se révoltent jamais. Donc ils sont sortis une première fois, Depuis une les deuxième fois, pharaons jusqu'à Abdel Nasser. jusqu'à Nasser. Jusqu'à Moubarak. À mon avis, ils sortiront une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, parce que Et nous étonnerons. ils nous étonneront. Les jeunes Égyptiens sont d'une extrême vivacité. Alors il y a de la manipulation, de la Ah ouais, il n'y a rien contre-révolution, qu'à voir. des manipulations des Facebook, militaires, des hein, manipulations Twitter, des Golfs, tout ça, ouais. mais les Égyptiens sont extrêmement vifs d'esprit. De toute façon, je dirais militaire ou pas militaire ou je sais pas quoi, ou frères musulmans, on n'a pas résolu leurs problèmes et on est dans le cercle vicieux. Tant qu'on n'a pas, tant qu'on a des gens dans la rue, des jeunes dans la rue, on ne peut pas avoir de stabilité politique. Et tant qu'on n'a pas de stabilité politique, il n'y a pas de développement, donc les gens restent dans la rue. Donc il faudrait quelque chose d'exceptionnel pour sortir de ça. Et comme l'Europe, les États-Unis, les pays riches n'ont pas envie de faire cette chose Et si les exceptionnelle. militaires s'installent là-bas, si Sisi devient président, il se travestira un civil, il change sa tenue kaki et comme beaucoup de D'accord. présidents. Il deviendra un D'ailleurs, est-ce que c'est dans l'intérêt de la révolution, avec l'esprit du départ, ou bien c'est un frein qui va l'empêcher d'évoluer dans ce sens-là? Vous savez, avant, on Ce faisait. sera un pouvoir militaire. La dictature, au c'est fond, deux, ou bien c'est deux aspects. C'est un dictateur et des gens qui acceptent de baisser la tête. Et du moment Il que faut ça. Hein. il faut les deux. Quelqu'un qui accepte le joug de la dictature. Du moment que les gens sont mobiles, vivaces, etc., il va gouverner, supposé 6 mois, puis tout le monde va lui demander. C'est des lui qui comptes. va se soumettre à ce que veulent les gens, sinon il le bannit. Absolument. Bon, ils le disent hein, dans la manifestation. La Libye, c'est le chaos total. Y a-t-il un espoir de sortie de... Ce qu'ont fait le Qatar Quand est-ce qu'on et la au bout du France en tunnel? Libye est criminelle parce que l'issue d'une révolution dépend de la manière de la faire. Et là, la manière avec laquelle on l'a faite était Ne pouvait conduire chaotique. qu'à ça. Ne pouvait conduire qu'à ça. Et on a plongé un pays dans un chaos qui mettra 20 ans à être résolu. Mais pendant ces Quel 20 ans, l'Occident sera privé de pétrole, lui bien. Ils ont intérêt quand même à ce que ça se... Bon, il y a Calme pas de pétrole, rapidement de toute pour- façon, là, ils le gardent pour... Ah, ou dans bien 20 le ans. chaos là-bas, mais là-bas c'est le paradis, la paix, quoi, pour qu'on puisse s'exploiter en silence. Oui, oui, puis... Très bien. ouais. La Tunisie, celle-là, elle a réussi son passage, son examen de passage vers la démocratie ou C'est pas la fini non plus. démocratisation. Oui, mais c'est pas fini non plus. Mhm. C'est-à-dire que les soubresauts de la contre-révolution continueront, mais dans le sens des valeurs à établir, elle a mis le premier pas. Elle a sorti Dans la une Constitution. constitution nouvelle avec un pas gigantesque, l'égalité homme-femme, et la criminalisation des accusations d'apostasie. C'est formidable. Même dans les constitutions européennes, il n'y a pas ça. Parce qu'il n'y a pas de religion. Ah, si, Comment si, si. apostasier? Dans la constitution espagnole, par exemple, Ah il y a oui. une religion de l'État. Ah oui, Ah oui. c'est... Oui, il y a Ah, un et une roi. religion du roi, Ouais, il faut ouais, qu'il soit absolument. catholique. Vous ne pouvez pas mettre un roi musulman Mhm. en Même Espagne. s'il a du sang musulman dans les veines en Espagne. Je ne sais pas, mais Oui, comment c'est ils font quand même. l'interprétation de la Constitution, mais il faut Ici, qu'il soit ça laisse catholique. quelque chose quand même. Bon, et la Syrie, notre chère Syrie. Il faut sauver la Syrie, c'est la plus grande cause humanitaire pardon, qu'il y a dans les temps modernes. La Syrie. Rahmatullah, on répond à Rahmatullah, la réponse est même ici. Dana Wala. Allez-y. Euh,
Aujourd'hui, la priorité est de sauver la Syrie et la priorité c'est de conserver les valeurs de la révolution. Je disais tout à l'heure qu'il y a des révoltés qui défendent leur quartier, il y a des djihadistes, il y a le pouvoir. On ne peut pas s'associer avec les djihadistes pour chasser le pouvoir, c'est trahir la révolution. Donc, aux gens qui combattent pour les idéaux, de se battre sur les deux fronts. Alors c'est difficile, mais l'issue a plus de chances d'être une réelle Syrie libre et démocratique que si vous vous associez avec les extrémistes pour juste chasser un dictateur. La solution aujourd'hui, avec je dirais, le régime ici, passe, à mon avis, par une solution politique, c'est-à-dire en l'obligeant à travers la Russie et les États-Unis à s'asseoir à une table. Il y aura d'autres tables que Genève 2. Et, je dirais, d'amener les gens à faire front contre l'extrémisme. L'extrémisme des deux côtés, parce que lui aussi, il a amené des extrémistes avec lui. Bachar ne pourra jamais gouverner la paix en Syrie. Les Alaouites lui en voudront. Ils ont payé un prix très fort pour que lui et sa famille restent au pouvoir. Donc moi j'ai confiance que dès qu'on trouve une solution à la Syrie qui réduit, limite, on aura le problème pendant longtemps, l'influence des djihadistes, il partira. Eh ben, sur cette note d'espérance, nous serons obligés, malgré nous, d'arrêter parce que le temps qui nous est imparti est terminé. On aurait souhaité, bien sûr, prolonger cette discussion. On aura certainement, je le sens, l'occasion de nous revoir pour d'autres rencontres ici ou ailleurs. Et nous remercions nos téléspectateurs d'avoir pris le temps de nous suivre, nous, sur Boitania. Et je n'oublie pas de remercier l'équipe. Sidati, le maestro de la caméra, comme je l'appelle, parce qu'il le fait avec art. Cher Tijani et Alioune. Pas cher Tijani, cher Baye. Et Alioune. Et je vous souhaite bon voyage, bon retour en France. Merci, vous avez vu, j'ai adopté le foulard rouge, mais à la mode mauritanienne. À la mode mauritanienne, c'est parfait. C'est bien, ce sera quelque chose qui... C'est les liens qui vous ramènera. Absolument. Inch'Allah. Et au revoir, et bonsoir, et à la prochaine édition.